Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Mon nom c'est Christine Demers, puis moi je suis orthophoniste, puis je suis ici aujourd'hui pour vous parler du rôle de l'orthophoniste dans l'évaluation et le traitement des troubles langagiers liés à l'autisme. Donc, pour vous donner un petit background sur moi avant qu'on commence, moi j'habite à Sudbury, je travaille à Sudbury. Ça fait 11 ans que je travaille comme orthophoniste. J'ai passé mes premières 10 années de carrière à travailler dans le système préscolaire à jeu de mots, ici à Sudbury, aussi connu comme Wordplay. Et puis, donc, j'ai passé 10 ans de ma carrière à travailler avec les enfants d'âge préscolaire. Et puis, en septembre 2020, j'ai choisi d'ouvrir ma pratique privée, Breakthrough Speech and Language Therapy, ici à Sudbury. Puis maintenant, je vois une plus grande gamme d'âge. Donc, je travaille majoritairement avec des enfants d'âge préscolaire et scolaire, avec une gamme de besoins. Alors, ça, c'est un peu à propos de moi. Pour vous donner un peu d'informations à propos du webinaire, il y a une section chat, puis vous pouvez insérer des questions, parce qu'on va faire une question-réponse à la fin de la présentation aujourd'hui. Alors, vous allez avoir la chance de nous faire parvenir vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'on fait la présentation. Et puis, à la fin, je vais être disponible pour répondre à certaines de ces questions-là. Donc, maintenant, j'aimerais parler juste donner un petit aperçu de c'est quoi un orthophoniste ou une orthophoniste. Donc, les orthophonistes, c'est des professionnels de la santé, et puis on a le rôle d'évaluer, d'identifier et d'offrir un traitement pour les troubles du langage et de la parole. Comme orthophoniste, on peut travailler dans plusieurs contextes aussi. Il y en a plusieurs d'entre nous qui travaillent soit dans des agences préscolaires, dans la communauté, pour des conseils scolaires, des hôpitaux, des centres de traitement pour enfants. Comme carrière en orthophonie, on a le choix. On peut travailler avec des enfants, des adultes, en réhabilitation, en déglutition, donc avaler. Ça, c'est tout ce qu'on fait comme partie de notre travail. Alors, il y a une grande variété. Les orthophonistes peuvent avoir plusieurs rôles et plusieurs chapeaux, dépendant de où ce qu'ils choisissent de s'établir pour travailler. Notre but ultime, par contre, c'est d'améliorer les habiletés de communication de chaque personne en besoin, que ce soit des enfants, des adultes ou n'importe quoi. En Ontario spécifiquement, pour travailler comme orthophoniste, tu dois détenir une maîtrise universitaire en orthophonie et être membre de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes de l'Ontario. Donc, ça, c'est notre collège et c'est eux qui nous donnent la licence pour pouvoir pratiquer en Ontario. Alors, afin de travailler comme orthophoniste en Ontario, tu dois détenir une maîtrise universitaire et être membre de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes de l'Ontario. Donc, quoi fait l'orthophoniste exactement? Alors, nous avons plusieurs rôles à jouer quand ça vient au traitement et l'identification d'un trouble du langage chez les enfants. Alors, on peut faire plein de choses. On fait souvent des évaluations de la communication. Donc, on va évaluer les habiletés du langage et de la parole de l'enfant. Donc, juste pour vous démontrer qu'il y a une différence entre les deux, quand on parle de langage, on parle de c'est le langage expressif, les mots qu'on utilise, le vocabulaire, les structures de phrases, notre habileté à communiquer avec quelqu'un. Quand on parle de parole, on parle plutôt de l'articulation, la clarté, les sons. Alors, les deux choses sont assez distinctes. Je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines diapos. Mais la différence est là entre le langage et la parole. Alors, on évalue les deux composantes de la communication. On fait aussi de la thérapie ou de l'intervention. Alors, je vais aussi tantôt vous parler de plusieurs types d'approches possibles, les genres d'interventions qu'on peut offrir. On fait beaucoup de collaboration d'équipe aussi. Donc, il y a plusieurs situations qui feraient en sorte qu'on serait un membre important de l'équipe parce qu'on sait que pas enfant est pareil. Tout le monde a des besoins différents et il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs besoins aussi. Alors, on s'intègre à l'équipe afin que l'enfant puisse avoir du soutien de façon globale de plusieurs disciplines si nécessaire. Et on peut aussi participer au développement de plans pédagogiques dans les conseils scolaires, par exemple. Alors, faire l'élaboration des PEI et toutes ces choses-là aussi pour l'enfant.
Alors, on va aller plus en détail sur ces aspects ici dans les prochaines diapos. Donc, pour vous donner un aperçu de qui pourrait bénéficier des services en orthophonie, donc n'importe qui a des difficultés dans les domaines suivants pourrait bénéficier de services en orthophonie. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les gens qui ont des difficultés avec la parole, donc l'articulation, les sons, la clarté, il y a aussi la fluidité qui tombe là-dedans, qui est le bégaiement aussi. Alors, tout ce qui touche la parole, c'est définitivement quelque chose qu'on peut offrir des services pour aider. Donc, on voit aussi dans la parole qu'il y a souvent des enfants qui sont pas compris par les membres de leur famille, par les éducatrices, par les enseignants, par leurs amis. Donc, ça, c'est, quand on parle de parole, c'est ce genre de choses-là qu'on traite. Quand on parle de langage verbal, ça, c'est l'utilisation du langage. Donc, la compréhension tombe là-dedans aussi, et l'utilisation du langage social. Alors, quand on parle de langage expressif, ça, c'est qu'est-ce que tu utilises pour t'exprimer? Est-ce que tu utilises, quel genre de mots utilises-tu? Est-ce que tu combines des mots pour faire des phrases? Est-ce que tu utilises des éléments de grammaire appropriés pour ton âge, comme les pronoms je, des choses comme ça? Tes structures de phrases sont-elles correctes? Est-ce que tu peux raconter des histoires? Toutes ces choses-là tombent dans le langage expressif. Quand on parle de langage réceptif, là, on parle de la compréhension du langage. Alors, est-ce que tu peux comprendre lorsqu'on te demande d'aller chercher quelque chose? Est-ce que tu comprends si on te demande des questions? Est-ce que tu comprends des concepts de base, comme la différence entre gros et petit? Donc, il y a aussi, finalement, dans le langage et le langage pragmatique, ça, c'est l'utilisation sociale du langage. Alors, est-ce que tu demandes des choses, tu montres des choses aux gens? Est-ce que tu veux interagir avec les autres? Comment est ton contact visuel? Est-ce que tu fais des échanges conversationnels avec des choses, avec des gens pour avoir des conversations avec les autres aussi? Donc, c'est vraiment la socialisation. On travaille aussi hors du langage verbal. Il y a aussi le langage écrit. Donc, comme orthophoniste, on travaille avec les enfants ou les adultes qui ont des difficultés en lecture et écriture. On peut aussi faire de la communication alternative. Donc, chez les gens qui ont tendance à être peu verbales, donc qui n'utilisent pas beaucoup de mots, ou que leur parole est super difficile à comprendre, on peut leur offrir de la thérapie pour qu'ils puissent se servir d'une communication alternative. Donc, un système comme PECS, un système comme un iPad qui va avoir des apps dans l'iPad qui vont permettre à la personne d'appuyer sur des boutons afin qu'ils puissent s'exprimer en mots ou en phrases aussi. Et puis, en termes de voix, ce qu'on travail quand ça vient à la voix, c'est la raucité de la voix. Est-ce que la personne parle avec une voix très rauque? Est-ce qu'il y a des nodules sur les cordes vocales? Le cancer tombe là-dedans aussi. Il y a des gens, des transgendres aussi qu'on va faire de la thérapie avec en orthophoniste parfois pour leur aider à modifier leur voix, mais de façon appropriée qui va pas endommager la voix telle qu'elle. Donc, comment savoir si un enfant a besoin de services en orthophonie? Alors, pour tout enfant, on voudrait rechercher des services en orthophonie si il y a une présence de ces délais en termes de la question du langage ici. Donc, si l'enfant a un vocabulaire limité ou il y a une absence de mots, si il produit des combinaisons limitées de mots, alors il s'exprime juste en un mot, parfois en combinaison de 2 mots, mais pas plus que ça. Des structures de phrases ou une grammaire limitée aussi. Est-ce que l'enfant a de la difficulté à se faire comprendre par les autres, donc par leurs amis, par leurs grands-parents, par des gens des membres de la famille qui ne les voient pas souvent, peut-être les enseignantes ont de la difficulté à comprendre l'enfant aussi, les éducatrices. Donc, si l'enfant a des difficultés à se faire comprendre, ça serait aussi bon d'aller chercher des services en ortho. Si l'enfant a des difficultés à suivre des directives ou à répondre à des questions, donc encore, ça touche la compréhension du langage, qui est une chose dont nous traitons aussi. Si que la communication en général de l'enfant est limitée. Donc, non seulement en termes de mots, mais en termes de, pointer, est-ce que l'enfant demande pour des choses? Est-ce que l'enfant te montre quelque chose? S'il y a un avion dans le ciel, est-ce que l'enfant
peut te l'indiquer si c'est quelque chose qui l'intéresse. Si un enfant ne semble pas intéressé à communiquer avec les autres, on peut aller chercher des services en orthophonie. Si l'enfant a de la difficulté à avoir des conversations avec les autres aussi, donc ils peuvent pas maintenir un sujet de conversation avec les autres. Alors, ce sont tous des signes précurseurs qui nous indiquent que des services en orthophonie seraient probablement recommandés pour l'enfant en question. Évidemment qu'il y a des âges d'acquisition qu'on se base dessus quand on fait l'évaluation. Donc, par exemple, un enfant de 18 mois devrait avoir un minimum de 20 mots. Un enfant de 24 mois, de 2 ans, devrait avoir 150 mots. Donc, on regarde en termes de développement typique ce qu'on s'attend. Et ensuite, on offre des services de façon correspondante. Donc, j'aimerais passer évidemment du temps à vous parler des indicateurs spécifiques de l'autisme. Alors, si vous êtes en train de regarder ce webinaire ici, soit que l'autisme, c'est un domaine qui vous intéresse, soit que vous connaissez quelqu'un qui est atteint d'autisme, vous avez des soupçons d'autisme chez quelqu'un. Donc, j'aimerais juste passer un peu de temps pour parler de quelques indicateurs de l'autisme, pour faire sûr que vous avez une bonne idée des signes que l'on cherche lorsqu'on fait une évaluation chez un enfant. En orthophonie. Alors, ça ici, c'est tiré de Autism Ontario. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste qui vous permet d'avoir un aperçu de ce qui pourrait indiquer que quelqu'un serait atteint d'autisme. Alors, en termes de contact visuel, on verrait souvent que les gens qui ont l'autisme ont un contact visuel qui est plus ou moins limité. Alors, ils vont avoir soit qu'ils établissent aucun contact visuel avec les gens ou que leur contact visuel n'est pas établi de façon fréquente ou de façon appropriée à la communication, souvent aussi. On va voir aussi que souvent, il va y avoir des enfants ou des gens où lorsqu'on appelle leur nom, ils ne se retournent pas. Right? Donc, on peut être à la maison puis appeler le nom de l'enfant, puis l'enfant ne répond pas du tout. L'utilisation limitée de gestes est aussi un indicateur d'autisme. Alors, si l'enfant ne pointe pas, si l'enfant n'utilise pas des gestes pour communiquer, pour indiquer que quelque chose, souvent, moi j'ai tendance à le faire souvent, je vais me servir de gestes lorsque je parle. Ou des gestes pour indiquer quelque chose. Alors, on va voir que les enfants atteints d'autisme, souvent, on utilise moins de gestes que des enfants qui se développent de façon typique. On va voir souvent des intérêts particuliers ou des comportements répétitifs chez l'enfant aussi. Donc, on va voir qu'il va y avoir des enfants qui vont avoir ils vont vraiment aimer les ficelles, c'est un exemple, qui vont vraiment aimer les coins, les cadres de fenêtres, puis ils vont suivre ces choses-là avec leurs doigts. En termes de comportement répétitif, on va voir des enfants qui vont faire plein de une panoplie de choses différentes. On va en avoir qui aiment sautiller, qui aiment faire des pirouettes, qui aiment faire abattre leurs mains, leurs bras, bouger leurs doigts devant leurs yeux. Toutes ces choses-là, c'est pas que ça a l'air différent dans chaque enfant, on pourrait dire. On va voir que les enfants atteints d'autisme aussi, on va remarquer des difficultés de communication. Alors, l'enfant, souvent, va éventuellement apprendre à peut-être demander pour ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils vont vous prendre par la main, vous apporter à des choses. Mais il y a parfois des enfants pour qui ça prend longtemps à se rendre à ce point-là. On va voir une habileté limitée à nous montrer des choses qui les intéressent. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé un jouet qu'ils aiment beaucoup, mais ils n'ont pas cette habileté-là à pouvoir nous partager leur intérêt ou nous montrer des choses qui les intéressent. Puis c'est là d'où vient ce que je voulais parler de partager. Donc, on va voir souvent que ils vont pas souvent partager leurs intérêts. Puis c'est important à réaliser ici que c'est pas que l'enfant n'a pas l'intérêt à le faire, c'est que l'enfant n'est pas capable souvent. Donc, on va voir souvent, on va attendre souvent comme clinicien, mon enfant, il n'a juste pas d'intérêt à jouer avec moi. On va voir que oui, c'est vrai, l'enfant préfère être seul parfois. Comme le prochain point l'indique, l'enfant semble souvent être dans son propre monde et se contente de jouer seul et rester seul. Donc, on va voir souvent et on va entendre plus souvent que non, que il va y avoir
des parents ou des gens qui prennent soin d'enfants qui vont dire « Ah non, il est pas intéressé, il veut pas jouer avec moi. » C'est important de réaliser que c'est pas que l'enfant veut pas, c'est que l'enfant nécessairement est peut-être pas capable et ne sait pas comment. Alors, on est capable de travailler sur ces choses-là pour faire en sorte que l'enfant puisse montrer davantage, demander pour ce qu'ils veulent, partager ses intérêts encore plus. Donc, comme j'avais mentionné tantôt aussi, l'absence de mots ou un vocabulaire limité est souvent vu chez les enfants aussi. On va voir soit des combinaisons de mots limités ou des combinaisons atypiques ou non significatives. Donc, peut-être que l'enfant va s'exprimer en courtes phrases, mais ce sont des phrases apprises par mémorisation. Donc, on va voir souvent que les enfants vont venir avec des phrases, mais c'est des phrases qui ont été apprises de la télé, de leur programme préféré, de quelque chose que maman ou papa dit souvent. La présence des collalis est parfois là aussi, où ce que l'enfant va simplement répéter ce qu'il entend. Donc, ils vont utiliser des mots et des phrases lorsque quelqu'un a déjà dit quelque chose. Donc, l'enfant va juste faire comme un écho de ce que la personne a dit. Donc, on leur demande une question et ils vont nous poser la question de retour plutôt que de la répondre, par exemple. Chez les enfants un peu plus vieux, on va voir des défis au niveau des habiletés sociales, dans le sens que l'enfant peut avoir de la difficulté à maintenir des sujets de conversation avec quelqu'un. Donc, ça ici, on parle pas nécessairement d'enfants plus vieux non plus, mais d'enfants où ce que le langage est plus avancé. On va voir que, ils vont parler d'un sujet de conversation pour très peu de temps, puis là, tout d'un coup, tu es rendu sur un autre sujet de conversation et ensuite un autre sujet de conversation. Ils vont avoir parfois de la difficulté à se faire des amis, à socialiser avec les autres. Et puis de l'autre côté, j'ai parlé de comment est-ce qu'ils vont changer de sujet de conversation souvent, hein? Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille où il va y avoir des enfants qui vont persister sur le même sujet de conversation. Et puis tu peux rien parler de différent avec l'enfant, sauf de Dora ou des trains ou quelque chose comme ça. Donc, on va voir que l'enfant va persister sur des sujets de conversation qui l'intéressent. Et puis, autre chose qu'on peut voir aussi, ce sont des sensibilités sensorielles. Donc, on va voir des enfants qui n'aiment pas les textures. Donc, il y a des enfants qui n'aiment pas, les parents vont dire qu'ils sont très picky, ils n'aiment pas manger une variété d'aliments, puis c'est souvent à cause qu'ils ont des sensibilités au niveau des textures. Parfois, il y a des enfants qui aiment et recherchent l'input sensoriel visuel. Donc, ils aiment les lumières, ils aiment les choses qui brillent, ils aiment les choses qui tournent, observer les roues d'une voiture, inspecter des choses avec leurs yeux de façon périphérique ou ce qu'ils vont regarder du coin de leurs yeux, par exemple. Donc, on va voir plein de choses. Il y en a qui sont sensibles au son, il y en a qui aiment les sons. Alors, ça aussi, ça pourrait servir d'indicateur de l'autisme. Donc, une autre chose que je voulais indiquer ici, c'est que souvent, ces signes indicateurs d'autisme apparaissent chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, on va voir que comme orthophoniste, on est souvent les premiers points, on sert souvent comme premier point de contact pour les enfants qui sont atteints d'autisme. Puis je vais vous expliquer ça juste ici. Alors, comme j'ai dit, l'orthophoniste, c'est souvent le premier point de contact pour les familles chez lesquelles il y a soupçon d'autisme. Donc, les signes précurseurs d'autisme peuvent apparaître chez les enfants et on peut commencer à les voir chez les enfants même sous l'âge d'1 an, sous l'âge de 12 mois. Souvent, on va voir que l'enfant a un délai à atteindre tous ces milestones-là. On va voir parfois qu'il va y avoir des enfants qui vont sembler se développer de façon typique, mais qu'il y a une régression qui se présente aussi. Donc, on voit souvent un cas des deux. Alors, c'est important de savoir que si on a des soupçons, soit dès un jeune âge ou rendu à un point où on voit que l'enfant commence à faire des régressions, de commencer à se procurer des services, surtout quand ça vient en termes de langage, qui est souvent ce qu'on voit en termes de régression, d'aller chercher des services en orthophonie. Ça ne veut pas dire que ça va être l'autisme qui se présente, mais c'est important de faire sûr. Et puis, que ce soit ou non, on est ici pour vous donner des stratégies qui vont faire en sorte que l'enfant puisse continuer à se développer de façon appropriée en termes de langage et de communication. Donc,
comme j'avais mentionné, on est souvent le premier point de contact parce que on voit que la communication, c'est vraiment un gros aspect du développement de l'enfant qui est affecté chez un enfant qui a l'autisme. Alors, c'est un des signes qu'on voit, comme vous avez vu sur la liste, beaucoup des signes et des indicateurs d'autisme touchent à la communication. Donc, on est souvent les premières personnes à qui les parents viennent chercher des services parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe, mais ils savent que leur enfant a des difficultés de communication. Alors, on est souvent ce premier point de contact-là. Puis de là, on peut déterminer ce qui se passe, faire des références appropriées et toutes ces choses-là. Les orthophonistes, juste pour éclairer aussi en Ontario, ne peuvent pas poser un diagnostic d'autisme. Alors, si vous allez chercher une évaluation en orthophonie pour votre enfant, on ne peut pas poser un diagnostic nous-mêmes. On peut faire partie d'une équipe diagnostique, puis je vais vous en parler de ça tantôt aussi. Les seules raisons pour lesquelles les orthophonistes ne peuvent pas poser un diagnostic d'autisme en Ontario, c'est que c'est un acte délégué de poser des diagnostics qui a été délégué à des médecins ou à des psychologues ici en Ontario. Donc, à d'autres places au Canada, aux États-Unis, il y a des orthophonistes qui peuvent poser un diagnostic, mais ici en Ontario, les lois sont juste que c'est seulement les docteurs ou les médecins qui peuvent faire, ou les psychologues qui peuvent faire qui peuvent poser des diagnostics d'autisme chez les enfants. Donc, c'est pas une raison de capacité ou d'incapacité, je dirais, ou d'incompétence en Ontario comparé aux autres places. C'est juste la façon que ça a été créé ici en termes de loi. Donc, c'est ça. Donc, l'orthophoniste, même si elle ne peut pas poser de diagnostic, a un rôle très important à jouer dans le processus diagnostic par contre. Donc, lorsqu'un enfant vient pour une évaluation en orthophonie, si jamais on voit des signes ou des signes précurseurs ou des indicateurs d'autisme chez l'enfant, nous avons le rôle de le mentionner à la famille. Alors, parfois, on va le mentionner, c'est évident. Il y a parfois qu'on a besoin de voir l'enfant quelquefois afin de pouvoir faire des investigations davantage. Mais habituellement, lorsqu'on a des soupçons tels quels, soit de notre part ou de la part de la famille, on peut faire des dépistages. Donc, l'enfant vient dans notre bureau, on fait une évaluation en orthophonie de ses capacités de langage, mais on peut aussi faire un dépistage qu'on appellera en anglais un screening pour voir si l'enfant serait éligible ou si les résultats méritent que l'enfant puisse passer en évaluation pour voir si que le diagnostic d'autisme serait posé ou non. Donc, des outils de dépistage qu'on utilise seraient par exemple le MCHAT chez les enfants qui sont plus jeunes, le SCQ, donc le Social Communication Questionnaire, le RETA-T, ça n'est un autre. Alors, nous, on peut faire les dépistages les dépistages pour les évaluations d'autisme. Les médecins de famille peuvent le faire. Il y a plein d'autres professionnels de la santé qui peuvent le faire aussi. Puis ça, c'est juste des séries de questions habituellement ou des petites tâches qu'on fait avec l'enfant pour voir lorsqu'on a fini les tâches, on obtient un score. Puis ça nous démontre si que l'enfant, c'est qu'il y a assez d'indicateurs de présent qui feraient en sorte que l'enfant pourrait bénéficier d'une évaluation pour voir si un diagnostic d'autisme devrait être posé ou non. On peut aussi, si on voit que les résultats du dépistage nous indiquent que l'enfant devrait être référé pour une évaluation, on peut faire ces références-là pour l'enfant. On peut aussi, donc, on ferait une demande de service, une demande d'évaluation psychologique telle que l'évaluation ELOS. Il y a aussi des orthophonistes qui font partie de l'équipe diagnostique. Donc ici à Sudbury, il y a des équipes, il y a différentes agences qui font des diagnostics. Il y en a qui le font, c'est des psychologues qui le font. Il y en a qui font des approches plus multidisciplinaires. Donc, où ce que les orthophonistes vont faire partie de l'équipe diagnostique aussi. Donc, il y a plein d'agences qui font ce genre de choses-là. Il y a aussi des agences communautaires qui font le testing aussi. On peut aussi faire des aiguillages
langage vers d'autres professionnels de la santé ou des références vers d'autres professionnels de la santé. Donc, en évaluation avec l'enfant ou lorsqu'on leur offre des services d'intervention, on peut faire des références en ergothérapie si on voit qu'il y a des difficultés sensorielles chez l'enfant. On peut faire des références pour des physiothérapeutes, des cliniques d'alimentation si on voit que l'enfant ne tolère pas bien les textures, qui va aller bien avec le travail des ergothérapeutes aussi. On peut faire des références pour des services psychologiques, des services comportementaux. Alors, toutes ces références-là pour pouvoir, toutes les services que l'enfant pourrait accéder et pourrait bénéficier de, nous, comme orthophonistes, on peut habituellement faire ces références-là aussi. Donc, quand commencer les services en orthophonie? Donc, on sait que il y a une grosse importance à pouvoir faire une évaluation et des interventions en orthophonie lorsque les enfants sont très jeunes. On sait que partout, les listes d'attente peuvent être super longues. Donc, le moment qu'on a des soupçons en autisme, c'est important de pouvoir faire une évaluation ou faire en sorte qu'on procède avec une évaluation des habiletés de communication chez l'enfant dès un très jeune âge. Parce que le plus jeune qu'on intervient, les recherches démontrent que le meilleur est le prognostic de l'enfant lorsqu'on commence à intervenir de façon, lorsque l'enfant est à un bas âge. Donc, si un enfant ne parle pas encore, on ne veut pas prendre l'approche wait and see, on dirait. Le pire qui arrive, c'est qu'on fait une consultation en orthophonie, une évaluation, puis qu'il n'y a pas de suivi qui est nécessaire. Mais au moins, s'il y a des soupçons, nous pouvons commencer à faire en sorte que l'enfant soit bien supporté dans la communauté, puisse accéder aux services nécessaires afin qu'il puisse fleurir de façon à devenir des communicateurs plus compétents, même avant l'apparition des premiers mots. Donc, il y a plusieurs signes précurseurs, comme j'ai mentionné, qui peuvent même précéder l'apparition des premiers mots. So, même si un enfant ne parle pas encore, on ne veut pas s'attendre à ce qu'il... c'est pas la seule chose qu'on cherche en termes de développement du langage chez l'enfant. Donc, on ne veut pas attendre à ce que l'enfant ait 18 mois, 24 mois, puis dire « Ah, ben là, il parle pas encore, donc là, je vais aller accéder à des services en ortho. » Il y a plusieurs... types de communication différentes que l'enfant va faire même avant l'apparition des mots. Ils vont pointer, ils vont nous montrer des choses, ils vont nous apporter des choses, ils vont établir le contact visuel, ils vont vouloir jouer avec nous. Donc, on ne veut pas attendre et juste regarder au nombre de mots que l'enfant utilise pour déterminer si qu'on devrait accéder à des services en orthophonie. On veut regarder à la communication générale de l'enfant. Donc, même avant que les premiers mots apparaissent, c'est drôle, mais souvent on fait l'intervention en orthophonie avec l'enfant où oui, on répète des mots et on essaie la répétition de mots est importante pour le développement du langage, mais notre but ultime n'est même pas que l'enfant utilise des mots parfois en début, c'est que l'enfant puisse interagir avec les autres, que l'enfant puisse développer une attention conjointe, donc où ce que les deux, soit l'enfant ou le parent ou l'enfant ou l'intervenante ou l'enfant ou un ami, peuvent porter attention à la même chose en même temps. Donc, leur montrer comment utiliser des gestes, comment pointer. Donc, l'imitation joue aussi un rôle important. Donc, pour pouvoir imiter des mots, on doit premièrement... souvent, je devrais dire que avant que les enfants puissent même imiter des mots, ils vont commencer à imiter des gestes. Donc, on va parfois, même si c'est des services en ortho qu'on offre, on va travailler sur l'imitation de gestes. Donc, pour faire en sorte que l'enfant puisse imiter qu'on tape les mains, qu'on frappe les pieds. Et puis, on va travailler sur ces choses-là parfois même comme petit pas, disons, pour pouvoir se rendre à l'imitation de sons et de mots par la suite. Il y a parfois aussi qu'on va cibler des buts pour simplement préparer l'enfant à apprendre. Donc, c'est souvent, lorsque les enfants viennent nous voir, c'est la première fois qu'il y a des attentes spécifiques en termes d'intervention qui se fait mettre sur eux. On va présenter des horaires visuels avec eux pour pouvoir leur apprendre à suivre des routines, des choses comme ça aussi. Donc, c'est de là où vient souvent le travail en collaboration avec les autres agences aussi, les services en EBA, toutes ces choses-là aussi. Donc, les buts thérapeutiques qu'on cible peuvent inclure certains ou tous les indicateurs d'autisme, mais même chez un enfant qui a l'autisme, on va travailler sur tout aspect du développement du langage et de la parole. Donc, on va
on va vraiment s'assurer que les buts qu'on cible sont des buts importants pour la famille, des buts qui vont permettre à l'enfant de devenir un meilleur communicateur, que ce soit au niveau du langage social et l'interaction avec les autres, au niveau de la compréhension du langage. On sait qu'on doit comprendre avant de pouvoir utiliser des mots. On va travailler parfois sur l'articulation, même si c'est chez un enfant qui a l'autisme, parce qu'il y en a qui ont des difficultés dans les deux sphères du langage et de la parole. Et puis, comme j'ai dit, on va souvent aussi travailler sur des stratégies qui vont aider à l'enfant à pouvoir avoir des transitions plus flexibles aussi, pour qu'il puisse suivre des routines, etc. OK, donc, comment accéder aux services en orthophonie? Donc, il y a différentes agences partout en Ontario qui offrent des services pour les enfants. Donc, pour les enfants d'âge préscolaire, il y a plusieurs agences communautaires qui servent comme service gratuit pour l'enfant et pour la famille aussi. Donc, on va voir de là les programmes de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, j'ai mis le lien ici pour vous. Ça, c'est le Preschool Speech and Language Program en Ontario. Donc, chaque communauté a accès à un service d'orthophonie préscolaire pour les enfants. Et le service est partout en Ontario. Les agences ont différents noms. Par exemple, ici à Sudbury, c'est Jeux de mots. À Ottawa, c'est Premier mot. Donc, il y a plein d'agences communautaires à l'intérieur de l'Ontario qui sont privées, qui sont gratuits pour les enfants et les familles. Il y a des centres de traitement pour enfants qui font aussi partie de cette initiative préscolaire-là. Il y a des services et des agences privées aussi dont les parents puissent choisir d'accéder, mais à un coût. Donc, il y a, les parents et les familles doivent payer pour ces services-là. En termes de services pour les enfants d'âge scolaire, encore, il y a les services offerts à travers des conseils scolaires aux écoles, qui est un service encore gratuit pour les familles. Il y a aussi des services et des agences en privé qui aident aux enfants d'âge scolaire aussi. Alors, il y a plein de services disponibles pour les familles qui ont des soupçons d'autisme chez leur enfant ou chez quelqu'un qu'ils connaissent. Alors, c'est important d'accéder à ces services-là dès qu'on a des soupçons de quoi qui se passe chez l'enfant. Donc, j'aimerais prendre du temps pour vous parler vite fait des types de services qui sont disponibles pour les enfants atteints d'autisme. Alors, on sait qu'aucun enfant n'est pareil, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun modèle qui est unique et qui va fonctionner pour tous les enfants. Ce n'est pas et ce n'est jamais une approche one size fits all, right? Alors, il y a plusieurs plans thérapeutiques qu'on peut utiliser afin d'offrir des services pour les enfants. Les plans dépendent vraiment de l'enfant et des besoins de la famille. Donc, il y a plusieurs approches qui peuvent être recommandées, des approches plus un à un, ou est-ce que c'est l'orthophoniste qui fait le travail avec l'enfant. Il y a parfois des gens qui peuvent accéder à des services de thérapie un à un, mais c'est l'orthophoniste avec l'enfant, mais le parent est là aussi, parce qu'on réalise que afin de permettre la généralisation des habiletés qu'on démontre en clinique, c'est important que les parents puissent être formés à savoir quoi faire pour pouvoir prendre ce qu'on démontre à l'enfant en session et pouvoir appliquer ces choses-là dans la vie de tous les jours. On sait que les améliorations ne se font pas lorsque l'enfant passe du temps avec l'orthophoniste une fois par semaine, disons 1 heure par semaine. C'est pas ça qui fait la différence. C'est vraiment c'est l'application de ces stratégies-là qu'on démontre à l'enfant et aux parents ou les soignants de l'enfant. Et c'est cette application des stratégies-là dans la vie de tous les jours, dans les routines de l'enfant de tous les jours, qui va faire en sorte que que les changements vont se produire. Alors, même si on fait de la thérapie individuelle, il y a plusieurs orthophonistes qui vont inclure les parents dans le plan thérapeutique, ou les soignants, les enseignantes, les éducateurs, les éducatrices dans le plan, parce qu'on veut faire sûr que l'enfant puisse être supporté dans tous ces environnements à pouvoir acquérir un langage ou à pouvoir développer ses habiletés de langage davantage. Alors, comme j'ai indiqué, le nombre de sessions peut varier lorsqu'on reçoit des services un à un. Il y a des agences communautaires, même des agences privées parfois qui vont limiter le nombre de
sessions à, disons, un bloc de 8 sessions, un bloc de 12 sessions, et ensuite on va en pause pendant quelques mois pour recommencer des services. Il y a des agences en privé aussi qu'ils offrent ce que la famille a besoin. Donc, ils peuvent continuer avec des services jusqu'à ce qu'ils se sentent comme ils ont été bien supportés, ou ils ont besoin d'une pause. Ou donc, c'est très flexible. Ça dépend où tu cherches les services, évidemment. Il y a aussi des thérapies de groupe qui sont possibles. Les thérapies de groupe sont excellentes à pouvoir aider à l'enfant à socialiser avec les autres, à pouvoir se faire des amis, à utiliser le langage pour communiquer avec des gens dans leur entourage. Parfois, les thérapies de groupe peuvent se faire avec les parents, avec d'autres disciplines aussi, où on cible plusieurs buts chez les enfants en même temps. Il y a des programmes qui sont axés purement sur les formations pour les parents aussi. On peut faire des consultations et des collaborations avec d'autres professionnels de la santé ou d'autres agences communautaires. Donc, en termes de services, on peut faire des thérapies 1 à 1, mais on peut aussi faire des consultations dans les garderies, dans des écoles, avec les équipes pédagogiques, où ce qu'on peut élaborer le PEI de l'enfant. Donc, ce rôle-là serait plutôt fait par l'orthophoniste qui travaille en milieu scolaire, par exemple. Donc, on peut aussi travailler avec d'autres orthophonistes qui sont impliqués avec l'enfant aussi pour faire sûr que si un enfant est déjà impliqué avec une agence communautaire et choisit de recevoir des services en secteur privé, notre ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario nous disent que les buts, il doit y avoir une bonne collaboration d'équipe entre les deux cliniciens ou cliniciennes afin qu'on ne dédouble pas les services ou on ne porte pas d'enfant en confusion ou la famille en confusion. Donc, lorsque ces cas-là se présentent, il doit vraiment avoir une bonne communication claire entre les deux cliniciennes qui travailleraient avec l'enfant aussi. Donc, on peut aussi être membre d'une équipe multidisciplinaire. Alors, si par exemple un enfant reçoit des services en orthophonie, mais est impliqué avec une autre agence pour des services en ergothérapie ou des services behavioraux comme du ABA ou du IBI avec une autre agence, on fait sûr de travailler en équipe pour bien supporter l'enfant en faisant le partage de buts et ainsi de suite. Lorsqu'on parle des différents types de services disponibles aussi, il y a des approches qui sont spécifiques, qui ont été développées à être offertes d'une certaine façon, de façon très spécifique. Par exemple, les approches Hand-In, le programme More Than Words, le programme Jasper. Il y a plein d'approches aussi qui sont disponibles, puisque l'enfant ou la famille peuvent accéder à des programmes, disons, plutôt que juste des services individualisés chez l'enfant. Le jeu et l'orthophonie, comment sont-ils reliés? Alors, lorsqu'on offre des services en orthophonie chez les enfants, on note aussi que les services en orthophonie sont souvent basés sur le jeu. Alors oui, on fait des tâches spécifiques avec l'enfant de temps à autre, mais l'enfant apprend vraiment par le jeu, surtout lorsqu'ils sont très petits. Et en vieillissant aussi, on voit que les recherches ont vraiment démontré que le jeu et le développement cognitif de l'enfant sont très reliés. Alors, quand on travaille à améliorer les habiletés de jeu de l'enfant, du langage de l'enfant dans le jeu, ça a des impacts sur son habileté ou sur son développement cognitif aussi. Et on voit que quand l'enfant s'amuse, les mots qu'on utilise pour qui matchent le jeu qu'on fait avec l'enfant, les mots qu'on utilise dans le jeu, dans les routines de tous les jours, c'est de là où l'enfant va vraiment apprendre son langage. Donc, le jeu, c'est vraiment un aspect très important en orthophonie, puis c'est une approche qu'on utilise très, très souvent chez les enfants. Et comme j'ai mentionné tantôt, la thérapie, on s'assure souvent et habituellement que la thérapie est fonctionnelle pour faciliter la généralisation. Donc, oui, on peut servir de cue cards pour dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. C'est une crème glacée, c'est un train, mais c'est pas une approche efficace. Si ça fonctionnerait, ça serait bien, mais ça fonctionne pas. Donc, le transfert d'habileté nécessite que la thérapie soit fonctionnelle. Donc, par exemple, si juste montrer à un enfant une carte
d'une crème glacée ne va pas suffire pour faire en sorte que l'enfant comprend ce que c'est. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est de prendre des routines de tous les jours, des routines amusantes. Par exemple, un enfant qui mange un cornet de crème glacée, tu sais, qu'on prend cette opportunité-là à parler de la crème glacée dans ces moments-là, pointer à la crème glacée, nommer la crème glacée. Donc, vraiment, les approches qu'on prend en clinique, en orthophonie habituellement, sont très fonctionnelles. Et on travaille beaucoup avec les soignants et les parents pour faire en sorte que les parents ont tous les outils qu'ils ont besoin pour faire cette différence-là dans la vie de tous les jours. C'est de là d'où vient la facilité avec la généralisation de ces habiletés-là dans différents contextes. Donc, j'ai parlé tantôt un peu de travail multidisciplinaire et l'approche thérapeutique idéale est actuellement une approche multidisciplinaire. Donc, si un enfant est atteint d'autisme, on veut pas, parfois, ça arrive parfois que les seuls besoins nécessaires sont les services en orthophonie, mais habituellement, je dirais que le travail multidisciplinaire est nécessaire ou recommandé. Alors, on travaille beaucoup et de façon étroite avec les thérapeutes du comportement, comme les thérapeutes d'IBI, de ABA ou de ICI ou ACA, les ergothérapeutes, les psychologues, les équipes pédagogiques. Ce qu'on fait aussi, comme j'ai mentionné, c'est qu'on soutient et on incorpore les buts des autres professionnels de la santé dans nos pratiques en orthophonie aussi. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, un enfant atteint d'autisme, habituellement, c'est pas juste la communication qui est affectée. Oui, la communication est affectée chez la plupart des enfants, mais il y a aussi d'autres services duquel l'enfant pourrait bénéficier aussi. Alors, lorsqu'on peut avoir accès à un travail d'équipe multidisciplinaire, c'est excellent parce que là, on peut avoir un aperçu de, OK, quels sont les buts de la thérapeute en ACA? Quels sont les buts de l'ergothérapeute et comment est-ce que je peux les incorporer dans ma session en orthophonie? Alors, si qu'il y a des buts de comportement spécifiques avec des approches que la thérapeute en ACA utilise, on peut faire sûr qu'on les supporte dans nos sessions en orthophonie aussi avec l'enfant. Et de l'autre côté, c'est très important que l'orthophoniste partage ses buts avec les autres disciplines afin de s'assurer que eux autres aussi peuvent avoir une idée de le genre de vocabulaire qu'on travaille en session ou le genre de travail, le vocabulaire qui est recommandé à travailler. Alors souvent, on va consulter avec des autres disciplines pour qu'eux puissent nous demander quel genre de mots, quels sons est-ce que l'enfant peut dire pour que je puisse cibler des mots dans ma thérapie qui seraient fonctionnels et dans les limites de l'enfant. Alors, on travaille beaucoup étroitement avec ces agences-là et ces autres disciplines de la santé aussi pour bien soutenir l'enfant et le traiter plus en termes global de développement. En termes de travail multidisciplinaire avec les conseils scolaires aussi, que tu es une orthophoniste en système privé, en système préscolaire, on a souvent un gros rôle joué dans le processus de transition scolaire pour l'enfant. Alors, on va souvent faire des rencontres avant que l'enfant commence l'école pour leur donner une idée de où était l'enfant pendant ses traitements ou sa thérapie dans le passé pour pouvoir faire sûr que lorsqu'on transitionne l'enfant dans le système scolaire ou d'une clinicienne à une autre, que la transition se fait de façon idéale. Donc, que faire si le langage verbal d'un enfant ne semble pas se développer? Alors, on va voir que souvent les enfants atteints d'autisme vont communiquer, mais il y en a pour qui le langage verbal ne se développe pas ou se développe encore plus tard. Alors, c'est de là où on va avoir recours à la suppléance à la communication et la communication alternative. Donc, on peut implémenter des systèmes de PECS, des logiciels de communication, soit sur des iPads ou des systèmes de voix. On peut avoir recours au langage des signes si nécessaire. Mais le but de la communication alternative, c'est de vraiment donner à l'enfant une façon fonctionnelle à pouvoir communiquer avec les gens qui l'entourent, une façon fonctionnelle à pouvoir interagir avec les gens qui l'entourent aussi. Donc, on veut faire sûr que le but de la communication alternative n'est pas de remplacer le langage verbal par une communication alternative comme un iPad ou un système de PECS. C'est habituellement pour supplémenter la communication de l'enfant.
Alors, même avec l'utilisation des systèmes comme PECS ou les logiciels de communication comme Snap and Core, Proloquo, il y en a plein d'autres. Le but, c'est pas de remplacer la communication parce qu'on va toujours modeler les mots en même temps. Mais c'est d'au moins faire en sorte que si le langage verbal ne semble pas se développer chez l'enfant, on veut lui donner une façon pour laquelle il peut s'exprimer avec les gens de son entourage, nous dire quand il a faim, nous dire d'arrêter, juste lui donner la chance de pouvoir exprimer ses besoins primitifs là aussi. Il y a aussi parfois qu'on va travailler sur des systèmes de communication alternatifs chez l'enfant, non parce qu'ils n'utilisent pas de mots, mais parce que leur communication n'est pas aussi avancé, mais les mots qu'ils utilisent ne sont vraiment pas clairs, alors l'enfant n'est pas compris aussi. Donc, c'est juste pour faire en sorte que pour pouvoir faire en sorte que le langage, l'enfant a accès à un langage. On voit aussi parfois que on va commencer avec un système de communication alternative chez l'enfant, mais qu'une fois qu'on commence avec ce système-là, on va voir que le langage verbal va se développer par la suite. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on aurait recours à un système de communication alternative, mais c'est définitivement quelque chose qu'on fait à l'intérieur de notre domaine d'orthophonie. On peut aussi travailler sur des systèmes comme PECS avec d'autres disciplines. Donc, il y a plusieurs autres genres de thérapeutes comme les thérapeutes ACA, de IBI, qui peuvent utiliser des systèmes PECS aussi. Donc, c'est important, si on s'implique dans le plan de traitement de l'enfant comme orthophoniste, de faire ça qu'on collabore avec ces autres agences-là parce que on peut peut-être faire en sorte que l'agence en ACA va travailler sur la communication alternative avec comme PECS et que nous, on va cibler plus le langage social chez l'enfant, l'interaction ou vice-versa. Alors, on peut vraiment faire sûr qu'on supporte l'enfant de la meilleure façon possible lorsqu'on consulte avec les autres disciplines aussi. Juste pour discuter un peu des services en milieu scolaire. Donc, les services en milieu scolaire varient d'un conseil scolaire à l'autre. Parfois, les orthophonistes sont souvent membres d'équipes spécialisées sur l'autisme lorsqu'ils travaillent avec les enfants avec l'autisme à l'école. Mais il y a plusieurs différents modèles de services disponibles. Alors, les orthophonistes qui travaillent en milieu scolaire pour aider les enfants font eux autres aussi des évaluations du langage et de la parole avec l'enfant. Par la suite, ils vont souvent consulter avec le personnel enseignant et le personnel de soutien dans l'école de l'enfant pour partager les recommandations, partager des buts, des approches qui pourront aider à l'enfant à communiquer davantage. Parfois, on va voir que les orthophonistes qui travaillent en milieu scolaire peuvent offrir des services et des interventions directes à l'enfant ou des interventions de groupe. Souvent, le modèle est plus consultatif à l'école, mais ça dépend des programmes et des écoles. Donc, comme j'ai dit, chaque conseil est différent. Il y a des conseils scolaires où plutôt l'orthophoniste va faire des consultations avec les enseignantes et les intervenantes, les éducatrices, mais il y en a d'autres qui vont faire partie d'une équipe spécialisée parce que l'école, par exemple, a un programme spécialisé en autisme ou en communication, puis un orthophoniste désigné à ce programme-là, par exemple. Parfois, ils vont faire des programmes de monitorage. Donc, ils vont juste surveiller et consulter aux besoins avec les enseignantes et les intervenants à l'école. La façon que le système scolaire fonctionne aussi parfois, c'est que les orthophonistes travaillant en milieu scolaire vont offrir des services axés sur le langage, tandis que la parole et l'articulation va être ciblée par des orthophonistes travaillant dans d'autres milieux qui vont venir dans les écoles offrir des services. Donc, ça varie grandement d'un conseil scolaire à l'autre, mais juste pour savoir qu'il y a une grande variété de services qui peuvent être offerts à l'intérieur du système scolaire. La fréquence de ces services-là, évidemment, aussi dépend du conseil scolaire en question. Une autre chose que on se fait demander parfois, c'est si mon enfant parle bien et s'exprime en phrases, est-ce que j'ai besoin d'accéder à des services en orthophonie? La question serait absolument si ça serait bénéfique de procéder avec une évaluation en orthophonie. Et parce qu'on cible plusieurs buts du langage plus avancés. Par exemple, chez les enfants qui sont très verbales, on va cibler des choses comme la prise de tour ou le tour de rôle
à l'intérieur du jeu, à l'intérieur des conversations. On va travailler sur comment introduire des sujets de conversation, comment maintenir un sujet de conversation, comment poser des questions aux gens et pas juste venir puis introduire un sujet de conversation de façon inappropriée. Donc, quelles questions, comment poser des questions, comment répondre aux questions et aux commentaires des autres. On travaille souvent sur, je devrais dire, pour avoir des tours conversationnels avec les autres, il ne suffit pas juste de répondre à des questions, mais répondre à des commentaires. Donc, si quelqu'un te dit, « Oh, moi, j'aime vraiment ton t-shirt aujourd'hui », savoir quel genre de réponse donner lors de ces moments-là. Comment interagir avec les autres, comment se faire des amis, comment exprimer et comprendre des sentiments. Donc, ce sont toutes des choses qu'on travaille. Alors, c'est pas juste parce que l'enfant ne parle pas qu'on pourrait venir en aide. C'est aussi pour cibler n'importe quel aspect de la communication chez les enfants atteints d'autisme, même si l'enfant parle beaucoup. Parfois, on sait souvent que la socialisation et la communication sociale est affectée chez les enfants qui sont atteints d'autisme. Alors, on est ici pour aider avec ça aussi. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, il y a plusieurs agences communautaires, plusieurs services gratuits qu'on peut accéder en orthophonie dans la communauté, partout dans le monde. Mais si on cherche des services en privé, quelles questions seraient importantes à poser à la clinicienne ou au clinicien? Alors, ça serait important de savoir quelle expérience a cet orthophoniste à travailler avec les gens ou les enfants sur le spectre de l'autisme? Combien d'enfants ou combien de gens est-ce que la personne a travaillé avec jusqu'à date? Quels âges est-ce que l'orthophoniste a quel âge avaient les gens que l'orthophoniste a fait des services à? Alors, est-ce que l'orthophoniste a d'expérience plutôt avec des enfants en milieu préscolaire, en milieu scolaire, en adulte? Est-ce que l'orthophoniste ou la clinicienne a de l'expérience avec la suppléance à la communication ou la suppléance alternative, à la communication alternative? Parce que c'est souvent c'est nécessaire chez certains enfants. Alors, faire sûr que l'orthophoniste a de l'expérience dans ce domaine-là aussi. Quelle est l'expérience que l'orthophoniste a avec la gestion du comportement? Est-ce que l'orthophoniste offre des approches spécifiques? Quel genre de désignation ou de training ou d'atelier est-ce que l'orthophoniste a accédé dans le passé? Et quelles approches font partie du plan thérapeutique de l'enfant? Parce que ça varie de clinicienne à l'autre. Et comme mentionné tantôt, les services en orthophonie peuvent être offerts dans différents environnements, même dans le secteur privé. Alors, il y a des orthophonistes en privé qui travaillent à l'intérieur d'un emplacement clinique. Il y en a d'autres qui vont se rendre à domicile. Ils vont aller faire des visites à la maison et offrir de la thérapie à la maison. Il y en a qui vont aller offrir la thérapie en garderie, à l'école. Alors, ce sont toutes des questions importantes à poser à l'orthophoniste en privé pour faire sûr que les besoins de la famille puissent être comblés en ayant accès à des services à travers de cette agence ou de cette clinicienne-là. Encore, lorsqu'on parle de services en secteur privé, on sait que les coûts peuvent monter assez vite et qu'il y a de l'aide financière, par contre, qui existe pour pouvoir aider à défrayer les coûts des services. Alors, les orthophonistes peuvent remplir le T2201, qui est le certificat pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors, comme orthophonistes, nous pouvons seulement commenter sur la section de communication, par contre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Il faut s'assurer de bien décrire à quel point est-ce que l'enfant est affecté par ses habiletés de communication et c'est pas nous qui décidons si l'enfant va pouvoir ou si la famille va pouvoir recevoir des fonds. C'est vraiment, c'est l'agence gouvernementale qui va décider et faire ces décisions-là, mais nous, on a la responsabilité de rapporter les faits, de rapporter où est l'enfant et à quel point est-ce que l'enfant est affecté. En service privé aussi. Donc, le T2201 peut être rempli par n'importe quel orthophoniste, que ce soit dans une agence communautaire, en privé. Peut-être que les agences communautaires ont des politiques autour de ça aussi, ça dépend. Tout le monde fonctionne de façon différente, mais c'est une bonne question à demander
à l'orthophoniste avec qui vous travaillez, que ce soit dans le secteur communautaire, public ou dans le secteur privé. Donc, en service privé, le coût peut être très variable aussi. Donc, c'est important de vraiment avoir une bonne idée de quels sont les coûts. L'Association des orthophonistes et des audiologistes en Ontario, donc pas l'ordre, mais les associations nous donnent des recommandations sur les frais. Et c'est à chaque clinicienne privée de décider quels sont les frais pour les services à offrir. Alors, c'est une très bonne question à demander, évidemment. Les avantages reliés à l'emploi. Alors, les bénéfices d'emploi peuvent souvent couvrir les frais en orthophonie. Alors, si vous avez à travers de votre employeur des bénéfices, vous pouvez accéder à ces ressources-là pour pouvoir aider à défrayer les frais en orthophonie aussi. Présentement, il y a le programme ontarien des services en matière d'autisme, alors le POSA, ou le programme OEP. Donc, c'est la même chose, qui offre des remboursements pour les familles d'enfants atteints d'autisme afin de pouvoir aller se procurer des services en orthophonie ou dans d'autres disciplines aussi en privé. Puis il y a plein d'autres types de financement et de charité aussi qui existent pour aider à défrayer le frais de services en orthophonie en privé. Donc, j'aimerais terminer aujourd'hui juste pour vous donner un aperçu de quelques stratégies que vous pouvez utiliser à la maison qui seraient utiles au développement du langage chez votre enfant. Alors, que vous soyez déjà impliqué avec une orthophoniste ou non, que vous connaissez quelqu'un atteint d'autisme, que vous avez des soupçons d'un enfant qui a l'autisme, ces stratégies ici vous aideraient au développement du langage chez l'enfant en question. Alors, une des choses super importantes à faire, c'est de se mettre au niveau de l'enfant. Faire sûr qu'on est face à face avec l'enfant. On veut s'assurer que l'enfant sait qu'on est là pour recevoir ses messages, qu'il sait qu'on est là pour l'écouter et qu'on va s'intéresser à ce qu'il essaie de nous dire. Super important aussi d'être face à face avec l'enfant, de sorte à ne pas manquer les messages de communication. Alors, si l'enfant n'est pas verbal, peut-être qu'ils vont essayer de capter notre attention avec un regard. Peut-être qu'ils vont essayer de capter notre attention en pointant ou en nous montrant quelque chose. Donc, très important de se mettre face à face pour ces raisons-là. Super important d'attendre, d'observer, d'écouter à l'enfant. Donc, écouter pour voir quel genre de son est-ce que l'enfant fait. Vraiment regarder à comment l'enfant essaie de s'exprimer. D'observer l'enfant, qu'est-ce qu'il fait. Donc, avec quoi est-ce que l'enfant joue, mais de façon plus importante, comment est-ce que l'enfant joue avec le jouet. Alors, souvent, comme parent, on veut juste entrer dans le jeu de l'enfant tout de suite, sans prendre une seconde à attendre et vraiment juste observer et écouter l'enfant pour un instant. Lorsqu'on fait cette étape-là, ça nous donne la chance de vraiment suivre les initiatives de l'enfant. Alors, quand on se joint à son jeu, on veut faire sûr, ou à l'activité que l'enfant fait, je devrais dire aussi, on veut faire sûr qu'on le fait de sorte à ce qu'on suit les initiatives de l'enfant. Souvent, lorsqu'on ne le fait pas de cette façon-là, on va voir des enfants qui vont prendre leur jouet puis qui vont se tourner le dos vers nous parce qu'ils sont contents de jouer tout seuls. Surtout les enfants sur le spectre. Alors, on veut faire sûr que l'enfant sait qu'on ne va pas venir ici pour guider le jeu et prendre la relève sur ce qu'ils font et diriger toutes les étapes du jeu. Ou leur dire, ben, c'est pas comme ça qu'on joue, on joue comme ça. Alors, on veut faire sûr que l'enfant sait qu'on est là juste pour devenir un partenaire dans la communication, et non quelqu'un qui va diriger. Parce que lorsqu'on devient partenaire dans la communication de l'enfant, on va voir que l'enfant va être plus réceptif et va avoir plus de volonté à vouloir communiquer et interagir avec nous. On veut imiter ses actions, ses sons, ses mots. On veut faire sûr que l'enfant sait que lorsqu'il fait quelque chose, ou lorsqu'il dit quelque chose, que ce soit un son ou un mot, qu'on fait en sorte qu'on donne l'allure à l'enfant qui avait une intention derrière ce message-là et qu'on interprète le message de l'enfant. Donc, si l'enfant fait un son, on fait le son aussi pour lui montrer comme oui. Et puis, on peut avoir de la réciprocité avec les sons comme ça aussi et faire du jeu vocal avec l'enfant. So, si l'enfant fait des sons, on fait le son. Et ensuite, on attend pour voir si l'enfant va le refaire. Donc, parfois, ces petits jeux vocaux-là sont super amusants pour les enfants et c'est important. Et c'est donc la raison importante pour imiter, que ce soit les actions, les sons et les mots de l'enfant. On veut lui fournir des occasions pour communiquer. Alors, on sait que si l'enfant n'est pas motivé, probablement qu'il ne va pas communiquer. Alors, surtout, on va voir
qu'on va créer des situations où ça serait recommandé de faire en sorte que tout ce que l'enfant est motivé par, que ce soit des jouets, de la nourriture, n'importe quoi que l'enfant serait motivé à communiquer pour, qu'on le met hors de sa disponibilité. Soit qu'on le met sur un comptoir, dans un contenant que l'enfant ne peut pas ouvrir, parce qu'on sait que lorsque l'enfant est motivé pour communiquer, il devient plus proche à pouvoir envoyer ce message-là pour communiquer avec quelqu'un. Parfois, c'est avec des choses tangibles, comme des jouets ou de la nourriture, mais parfois, c'est au parc, à la balançoire, avec des bulles. Donc, si on est au parc et l'enfant adore aller sur la balançoire, on peut être devant l'enfant pour être face à face, et pousser l'enfant et s'amuser et toujours modeler des mots qui matchent la situation, comme pousse, oui, on pousse. Et puis, lorsque ça devient quelque chose qu'on fait à base régulière, ça fait en sorte qu'il y a de prévisibilité dans la routine. Alors, l'enfant s'attend et c'est ce qu'on fait lorsqu'on va dans ces situations-là. Alors, si on va au parc, on met l'enfant sur la balançoire et on attend une seconde. Si c'est quelque chose qu'on fait souvent et que c'est rendu prévisible pour l'enfant va savoir que la prochaine étape, c'est qu'on devrait le pousser sur la balançoire. Mais si on attend une seconde et on lui donne l'occasion de nous laisser savoir qu'il veut qu'on le pousse, là, souvent, on va voir que l'enfant va faire de quoi pour communiquer avec nous. Parfois, c'est juste un son. Parfois, il va bouger son corps pour nous dire « Hey, let's go, là, pousse-moi ». Parfois, ils vont tenter de faire une approximation du mot. Alors, ce sont des opportunités excellentes à faire en sorte de motiver l'enfant à utiliser des mots. Alors, le plus d'occasions qu'on peut lui donner à communiquer avec nous de cette façon-là, le mieux que c'est. On veut interpréter et ajouter à ces messages. Donc, si l'enfant voit un avion dans le ciel, il dit « Oh! » Puis il pointe à l'avion, puis il te regarde. Ou te regarde pas, mais il pointe à l'avion ou regarde à l'avion. Tu vas interpréter son message. On voudrait que tu interprètes son message. Garder le message court ou mettre en sorte qu'on met de l'accent sur le mot important. Donc, avion, oui, l'avion vole. Si l'enfant dit avion, là, toi, tu peux dire, oh oui, l'avion vole. Donc, toujours ajouter au message de l'enfant. Jamais le forcer à nous répéter lorsqu'on dit un mot ou à nous forcer à répéter les combinaisons de mots. On veut juste faire sûr que l'enfant sait qu'est-ce qu'il aurait pu dire s'il y aurait eu un mot. Donc, on veut mettre des mots au message de l'enfant, le répéter quelques fois, mais pas de sorte à faire en sorte que l'enfant doit répéter le mot aussi. Ce qui vient avec ça aussi, c'est la répétition que j'ai mis en dernier. On veut prendre en sorte de répéter les mots dans les routines qui surviennent à tous les jours. Les mots d'items que l'enfant aime manger comme collation. Faire beaucoup de répétitions, faire beaucoup de self-talk. Donc, lorsque vous faites des choses, on décrit ce qu'on fait, on parle de ce qu'on fait. Mais on doit aussi donner la chance à avoir des silences dans ces moments-là aussi. Parce que si on prend tout le temps à parler, on va voir que l'enfant n'aurait pas le temps de parler. Alors, on va voir des parents dire, ben, je parle constamment puis je répète tout, mais mon enfant n'utilise pas de mots encore. Parfois, c'est parce qu'on parle trop. Donc, on veut faire sûr qu'on donne les occasions à l'enfant de communiquer aussi, de parler et de prendre son tour. Une autre chose très importante, lorsqu'on répète des mots à l'enfant et on nomme des choses dans son environnement, comme « Oh, un avion », qu'on ne le fait pas sous forme de question. Donc, ça, c'est une stratégie que les familles travaillent beaucoup sur parce qu'on a souvent tendance à vouloir tester l'enfant. Avion? C'est un avion ou c'est quoi? Ce qu'on veut faire au lieu, c'est juste le nommer pour l'enfant, pour lui montrer ce que c'est et comment est-ce que lui aussi ou elle aussi aurait pu dire le message ou envoyer le message. Comme avion. Lorsqu'on lui donne de l'eau, on dit « Oh, tiens, ton eau, de l'eau. » Puis tu donnes de l'eau à l'enfant plutôt que de dire de l'eau lorsque l'enfant le veut. Parce que là, on va juste voir des enfants qui vont hocher leur tête oui et hocher leur tête non. Et finalement, jouer. C'est super important. Limiter le temps d'écran le plus qu'on peut et faire sûr d'interagir avec l'enfant. Donc, l'enfant va apprendre à interagir et à communiquer avec les autres tellement plus lorsqu'il a la chance d'interagir et communiquer avec les autres que lorsqu'il est devant un écran en train de regarder la télé ou quoi que ce soit. Alors, les contacts physiques, les interactions avec les gens, c'est ce qui va faire en sorte que le langage va se développer davantage chez l'enfant.
Et ceci termine ma présentation d'aujourd'hui. Donc, là, on va prendre quelques instants pour pouvoir répondre à vos questions. J'aimerais vous remercier pour votre attention et votre intérêt à observer la présentation d'aujourd'hui. Et je vous souhaite tous une belle journée. Merci. Allô tout le monde! J'espère que vous avez bien profité du webinaire que vous venez de visionner. J'apprécie beaucoup votre attention. J'espère que vous avez pu le trouver utile pour avoir un peu plus d'informations sur notre rôle comme orthophoniste à aider les gens sur le spectre de l'autisme. Alors, pour terminer la session d'aujourd'hui, on va juste répondre à quelques des questions qu'on a reçues au long de la présentation. Alors, je vais en lire quelques-unes pour vous fournir une réponse. Et c'est ça. Alors, une des questions qu'on a reçues, c'est comment souvent ou à quelle fréquence est-ce que mon enfant devrait recevoir des services en orthophonie? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on se fait demander souvent. Les gens viennent pour une évaluation, puis demandent, OK, comment souvent est-ce qu'on devrait recevoir des services? Donc, comme plusieurs des genres de réponses qu'on donne dans notre domaine, ça dépend vraiment de l'enfant et de la famille. Alors, il y a des gens pour qui des services à base régulière, à une fréquence, disons, à chaque semaine serait vraiment idéal. Il y a des familles pour lesquelles recevoir plus de services serait bénéfique ou désiré aussi. Il y en a qui vont choisir aussi de simplement, si l'enfant va assez bien, ils pourront définitivement avoir l'option de recevoir des consultations plutôt, soit des services en garderie, soit des consultations genre où ils viennent visiter l'orthophoniste une fois par mois, une fois quelques semaines, juste pour que les parents puissent avoir ou les intervenants puissent avoir des pistes directrices et avoir une idée de comment aider l'enfant. Alors encore, c'est une réponse qui est pas mal générale parce que ça dépend vraiment des besoins de l'enfant. Ça dépend aussi des restreintes des services. Il faut vraiment s'informer, demander ces questions-là à l'orthophoniste lorsque vous avez vos évaluations. Mais comme j'ai dit, surtout dans le secteur privé, ça dépend de ce que la famille a besoin. Ou des programmes qui sont disponibles pour l'enfant aussi. Il y a des programmes qui sont plus intenses que d'autres. Alors, ça, c'est définitivement une bonne question à demander à l'orthophoniste au temps d'évaluation. Une autre question qu'on a reçue, c'est « Mon enfant de 2 ans et demi ne parle pas encore du tout, mais son père n'a pas parlé avant qu'il avait 4 ans. Et lui, il n'a pas l'autisme. Alors, est-ce que je devrais attendre pour voir si mon enfant va parler plus tard, lui aussi, ou est-ce que je devrais le faire évaluer par une orthophoniste? Donc, je vois aucun signe d'autisme dans lui. Alors, j'ai pas fait de rendez-vous encore avec une orthophoniste jusqu'à date. Alors, ça aussi, c'est une excellente question. Je dirais et je recommanderais que absolument, si jamais on voit que l'enfant se développe pas de la façon qu'on s'attendrait que le langage se développe. Disons que l'enfant n'atteint pas ses milestones à l'âge de 18 mois d'avoir 20 mots, ou à l'âge de 24 mois d'avoir 150 mots au minimum. Ce qu'on recommanderait de faire, c'est absolument, même s'il n'y a pas de soupçon d'autisme ou qu'il y a plusieurs gens dans la famille qui se sont développés de façon plus tardive en termes de développement du langage, c'est une bonne idée parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le délai. Parfois, l'enfant est simplement ce qu'on appellera en anglais un late talker. Donc, ça lui prend un peu plus de temps à se développer en termes de langage, mais une fois qu'il commence à utiliser des mots, tout va bien. Mais il y a aussi, chez les enfants qui ne parlent pas beaucoup, il y a plusieurs causes possibles. Parfois, il y a des délais de développement. Parfois, il y a aussi des troubles moteurs de la parole où ce que l'enfant semble être un enfant qui ne parle pas, mais ne peut pas parler à cause que c'est très difficile pour l'enfant à utiliser les muscles de sa bouche pour produire des sons et des mots et de mettre tout ça ensemble. Alors, à un jeune âge, il n'y a vraiment aucune façon de déterminer qu'est-ce qui pourrait être, s'il y aurait, disons, un trouble moteur chez l'enfant, s'il s'agit de simplement un enfant qui est un late talker. Alors, c'est toujours une bonne idée d'aller rechercher cette évaluation-là pour que vous puissiez au moins avoir des pistes directrices et savoir qu'est-ce que vous pouvez faire comme intervenant aux parents pour aider à votre enfant. Peu importe si que le délai va
être consistant ou si que c'est juste un petit rattrapage que l'enfant a besoin. La dernière question qu'on a, je vais juste faire sûr qu'il y en a pas d'autres qui sont apparus. OK, parfait. Alors, la dernière question qu'on a, c'est que c'est une question qu'on a souvent, c'est ma sœur a un enfant qui a l'autisme. Plusieurs gens dans ma famille ainsi que quelques-unes de mes amies me disent qu'ils pensent que mon enfant aussi est sur le spectre. Comme parent, je ne suis pas inquiète car même si mon enfant ne parle pas beaucoup, il n'agit pas du tout comme mon neveu. Donc, par exemple, il ne sautille pas comme lui et il est affectueux parce qu'il veut toujours qu'on lui donne des caresses et ces choses-là. Il nous regarde aussi parfois dans les yeux. Donc, est-ce que l'autisme, c'est génétique? Puis, est-ce que je devrais faire évaluer mon enfant, même si moi, j'ai pas de soupçon parce qu'il est pas comme mon neveu? Alors, c'est une question qui revient super souvent dans le domaine. Absolument. Si jamais, j'en ai parlé dans ma présentation aussi, c'est qu'il n'y a aucun enfant sur le spectre qui est uniquement pareil. Alors, chaque enfant va présenter de différentes façons. Et puis, souvent aussi, la famille ou les gens qui connaissent l'enfant vont avoir tendance à comparer l'enfant à ce qu'ils connaissent de l'autisme ou à ce qu'ils connaissent en termes de, ils vont dire, moi, je connais quelqu'un qui a l'autisme puis il agit comme ça, ou moi, je connais quelqu'un qui a l'autisme, ou mon ami a un enfant qui a l'autisme. Ça, ici, ce sont ses caractéristiques. Alors, ton enfant est comme ça ou ton enfant n'est pas comme ça. Donc, je dirais absolument que si jamais qu'il y a un délai de langage ou que, on se demande si l'enfant pourrait être sur le spectre ou non, ça serait une excellente idée d'avoir recours à une évaluation, absolument. Même, ça n'a pas besoin d'être une évaluation pour l'autisme, ça peut être une évaluation par une orthophoniste ou un autre professionnel de la santé. Parce que oui, en effet, des troubles comme l'autisme peuvent être génétiques et c'est définitivement quelque chose qui peut se propager à l'intérieur de l'arbre généalogique aussi. Donc, afin de s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe, ça serait une bonne idée de le faire évaluer. Comme ça, ils pourront déterminer s'il y a des signes précurseurs en effet ou si c'est autre chose qui explique pour laquelle l'enfant ne parle pas. Et là, au moins, vous allez pouvoir bénéficier de certaines stratégies qui vont aider votre enfant selon ses besoins uniques à lui. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous remercie encore pour votre temps et votre attention et je vous souhaite une belle journée. Merci.